Bonjour à tous, bienvenue, bonjour, bienvenue pour cette rencontre intitulée Cartes sur table. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir deux invités, deux plumes baladeuses, deux baroudeurs, qui nous offrent en cette rentrée des textes forts qui questionnent notre rapport au monde, à l'ailleurs, aux autres, à travers le voyage et l'exploration, et puis aussi à travers des figures historiques qui ont beaucoup de choses à nous dire sur nous, sur notre présent. Je voudrais d'abord les présenter brièvement. François Garde, bonjour. Donc vous avez l'habitude des longs voyages et de l'ailleurs, puisque vous êtes l'ancien secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie, vous avez été administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises, alors qu'on surnomme parfois pour se moquer le préfet des Manchots. Vous êtes prix Goncourt... Oui, par jalousie sans doute. Vous êtes prix Goncourt du premier roman, avec Ce qu'il advient du sauvage blanc, et vous venez de faire paraître lors de cette rentrée, aux éditions Paulsen, À perte de vue la mer gelée, donc, qui est une biographie imaginaire, imaginée, d'un homme illustre que l'histoire a partiellement oublié, un prénommé Pythéas. On aura l'occasion d'en reparler longuement. Gaspard Koenig, bonjour. Vous êtes philosophe, essayiste, romancier. Vous êtes fait connaître notamment avec un essai politique qui s'appelait Le Révolutionnaire, l'Expert et le Geek, paru en 2015. C'est votre deuxième livre de l'année. On vous avait découvert plutôt en conteur philosophique dans l'enfer, où l'enfer n'avait rien à voir avec cette chose enflammée qu'on décrit parfois, mais qui ressemblait plutôt à un interminable hall d'aéroport, ce qui a été, je dois dire, assez savoureux. Vous venez avec un livre qui s'appelle Notre vagabond de liberté, le récit d'un périple sur les traces de Montaigne. Vous allez pouvoir nous en parler longuement aussi. François Garde, j'aimerais qu'on commence par vous. Peut-être que vous pourriez commencer tout d'abord par nous présenter ce fameux Pythéas que l'histoire a un peu oublié, partiellement oublié, et notamment peut-être que vous pourriez nous raconter la rencontre avec cet homme, avec ce sujet, comment vous avez eu connaissance, eu vent de Pythéas. Alors là, vous me posez une colle parce que je ne me souviens absolument pas comment je suis arrivé sur ce sujet. Non, plus sérieusement, Pythéas, c'était un Marseillais, 350 ans avant Jésus-Christ, donc il parlait grec, il était de culture grecque, et il a fait un voyage d'exploration vers le nord. Il a découvert une île qu'il a appelée Thulé, les derniers rois de Thulé, qui est probablement l'Islande. Et il a rapporté que la mer pouvait geler. Il a écrit un traité d'astronomie, de géographie, d'océanographie qui est perdu. Et on ne le connaît que par les géographes grecs et romains 2 ou 3 siècles après sa mort, qui, grosso modo, ont dit ces Marseillais, ils exagèrent, ils racontent n'importe quoi, la mer, ça ne peut pas geler. Donc si on se contente si j'étais historien et que je me contente de raconter ce que je sais de manière certaine, je fais grosso modo une demi-page. On ne connaît pas sa date de naissance, sa date de mort, sa situation de famille, sa formation, etc. Donc avec le très peu d'éléments qu'on a, je me suis dit comment je tire sur tous les fils pour essayer de reconstruire la figure de ce personnage. Et plus pour répondre à votre question liminaire, quand vous regardez des histoires, des expéditions polaires, elles commencent toutes avec Pythéas, et ensuite on arrive, mettons, au 15e ou au 16e siècle. Et donc il y a un trou de 19 siècles, ça n'est pas rien, entre le premier et le second, quel que soit le second par lequel on commence. Et donc là aussi, c'est assez fascinant de dire qu'il y a eu ce voyage d'exploration extraordinaire, qui est en plus le premier voyage scientifique historiquement documenté, mais qui n'a eu aucune suite. Pas de bol, il était Marseillais. Marseille regarde par nature plutôt vers le sud. Marseille n'est pas une ville qui est tournée vers le nord. Il parlait grec, son texte, son traité n'a pas survécu aux grandes invasions et à la fin de l'Empire romain. Donc on n'a pas grand-chose. La ville de Marseille l'a un petit peu réinventée dans une vision romantique au XIXe siècle. Il y a une belle statue de Pythéas sur la bourse de commerce à Marseille, mais c'est à peu près tout, quoi. Et donc, je me suis dit, puisqu'on ne sait rien, là où s'arrête l'historien, le romancier peut commencer. C'est pour ça que j'ai appelé ça biographie imaginaire, en essayant de reconstruire sa vie à partir soit de très peu d'éléments qu'on a, soit de comparaisons avec d'autres voyages d'exploration au moment des grandes découvertes, et aussi en le mettant en perspective avec ma propre expérience des zones polaires où j'ai un petit peu vagabondé.
C'est notamment lui, je crois, qui a théorisé dans les premiers la question des marées, l'incidence de la Lune. C'est quand même un explorateur qui ensuite a été confirmé par de grands noms en disant il avait raison avant tout le monde. Alors on lit parfois que c'est lui qui a le premier découvert les marées, ce qui est idiot. Les gens qui habitent sur la côte atlantique connaissent les marées de toute éternité. Mais c'est lui qui est le premier à eu une approche scientifique en disant qui a fait le lien intellectuel avec les phases de la Lune. Le lien sensible était fait par évidemment les habitants. Mais quand on arrive de Méditerranée et qu'on passe en Atlantique, on vient d'une mer qui ne bouge pas vers une mer qui bouge. Laquelle des deux est la norme ? Nous savons maintenant que la norme, c'est la marée et que la Méditerranée, c'est un peu l'exception. Mais pour moi qui ai grandi à Méditerranée, je me rappelle très bien la première fois que j'ai vu la mer qui s'en allait, je me suis posé la même question que Pythéas. Où va toute cette eau qui s'en va ? Où est-ce qu'elle va se cacher ? Et pourquoi elle revient ? On a beau savoir que c'est les phases de la Lune, quand vous êtes promeneur au bord de l'océan et que vous voyez ces mouvements, ça ne peut pas ne pas vous mettre mal à l'aise si vous êtes méditerranéen. Avec l'idée aussi, on a dit partiellement oublié par l'histoire, mais il y a aussi peut-être l'autre face d'une même pièce qui serait peut-être qu'il ait été la victime au final d'une sorte de campagne pour plus ou moins le faire taire, pour diffamer ses idées qui sont un peu trop révolutionnaires. Est-ce qu'à l'époque, il est peut-être allé trop loin et qu'on a essayé de l'effacer un peu des tablettes de l'histoire ? Non, je ne le dirais pas comme ça, parce que son traité a été unanimement salué sur ses parties astronomiques, sur ses calculs de latitude pour positionner un certain nombre de ports, sur ses calculs astronomiques. C'était un grand savant, un grand intellectuel. Je pense que sur toute l'histoire de Marseille, il faut quand même rappeler que Marseille est la ville la plus ancienne de France. Quand Marseille était une grande puissance de la Méditerranée, Paris, Bordeaux, Strasbourg n'étaient qu'un agglomérat de huttes en torchis au bord d'un fleuve. Marseille était une puissance quand les autres n'existaient pas. Et donc, aucun autre Marseillais, depuis lui jusqu'à aujourd'hui, n'a exercé une pareille influence intellectuelle sur son temps. Son traité a été unanimement salué. C'est juste la partie expédition polaire qui a été critiquée par la majorité des commentateurs qui sont arrivés après lui. Mais parce que son voyage n'a pas été recommencé. Mais voilà, donc il n'a pas été... Alors moi, dans le livre, je me suis amusé à ce qu'il y ait quelques langues de vipères qui disent du mal, parce que c'était comment dirais-je, romanesquement intéressant. Mais ça fait écho, effectivement, aux critiques qu'il a eues, mais qui portaient, encore une fois, uniquement sur la partie polaire de ses voyages. Il est allé vers le nord. On sait qu'il a ramené une substance qui est probablement de l'ambre, mais là aussi, donc ça suggère qu'il a fait un deuxième voyage parce qu'il n'a pas pu faire à la fois l'Islande et la Baltique dans le même voyage. Mais là aussi, moi, je me suis amusé, il ramène de l'ambre, mais il en ramène trop. Donc du coup, il va faire écrouler les cours de l'ambre, alors que l'ambre était une denrée extrêmement précieuse, que les Égyptiens, par exemple, ils réservaient l'ambre aux pharaons pour mettre dans les sarcophages des pharaons. Donc s'il revient avec une tonne d'ambre, le cours de l'ambre va s'écrouler et ça a pu le faire. Donc voilà, on a comme ça quelques petits éléments et c'est ça qui est fascinant. Autant d'intelligence, autant d'avancées sur son temps, autant de disciples, autant de goût de la transmission. Parce que si on écrit un traité, c'est qu'on veut partager le savoir. Et en fait, je me suis rendu compte que probablement à l'époque, c'était aussi une inversion de paradigme. Quand on connaît un endroit où on peut aller faire du commerce avec tel petit prince local, on ne va pas le crier sur les toits. Ça se garde secret, c'est comme les coins à champignons, ça ne se dit pas. Et Pythéas, lui, va renverser ça et il va dire la connaissance géographique, ce n'est pas quelque chose qu'on capitalise et qu'on garde pour soi comme un secret commercial, c'est un bien commun qu'on doit partager. Donc du coup, dans le livre, au début, il souffre du fait que soit on lui raconte des sottises, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Des hommes à tête d'éléphant, des femmes avec 14 seins, des montagnes qui se déplacent. Bon, on ne peut rien faire de ça. Et donc, puisqu'il a écrit un traité, j'en déduis qu'il avait cette volonté de partager le savoir. Et ça aussi, c'est profondément moderne. Gaspard Koenig, vous avez fait plutôt un vrai voyage, pour le coup, pas un voyage dans l'imaginaire et dans la création romanesque, mais vous nous faites le récit d'une aventure que vous avez entreprise sur les traces de Montaigne. J'aimerais peut-être, avant toute chose, que vous nous racontiez qu'est-ce que Montaigne signifie pour vous, quel rapport vous entretenez avec lui. Moi, j'avais un dilemme inverse à celui de
de François Garde, puisque j'avais trop d'informations sur mon auteur, sur Montaigne, dont évidemment on multiplie les biographies, les études, etc. Et Montaigne lui-même détestait les pédants, il aurait détesté toutes les bibliothèques qui existent aujourd'hui sur lui-même. Et lui, ce qu'il encourageait les gens à faire, d'ailleurs, quand il parle de l'éducation dans ses essais, il dit l'éducation, c'est davantage dans les tavernes que dans les universités pour apprendre la langue. Et Dieu sait qu'il avait une belle langue. Une langue, justement, d'ailleurs, qui absorbe différents idiomes, le gascon, le français, le latin, l'italien, qu'il apprend le long de son voyage, pour devenir une langue singulière, une langue unique, parce qu'il s'est approprié quelque chose et il le transforme en une mixture tout à fait singulière et unique. À noter d'ailleurs qu'on pouvait encore écrire comme ça en français avant l'apparition de l'Académie française qui a largement uniformisé notre langue. Et ce qui m'intéresse chez Montaigne, et ce qui je pense résonne avec notre époque, c'est justement de le faire vivre et de le faire vivre à notre époque. Et donc de repartir sur ses traces en reprenant son journal de voyage qui existe, qui est publié, dont le premier tiers n'a pas été retrouvé. Ce n'était pas un livre qui était fait pour être publié, c'était vraiment des notations. Donc, de Bordeaux à Meaux, le manuscrit est perdu. Et ensuite, on a son trajet très précis de Meaux jusqu'à Rome. Et donc, moi, j'ai remonté, alors par le même moyen de transport, à cheval, de Saint-Michel-de-Montagne, de là où il est clairement parti, jusqu'à Meaux. Hein, c'était parcours libre. Et puis ensuite, j'ai suivi de manière assez précise toutes les villes qu'il a traversées, les paysages qu'il a vus, pour confronter notre modernité à ce qu'il raconte de son temps, mais aussi pour confronter ces idées qui m'intéressent à notre modernité, parce que Montaigne parle des religions. Il vit dans une époque de guerre civile où protestants et catholiques se tapent dessus, donc il a envie de comprendre ce qui se passe, et c'est pour ça qu'il va vers l'Allemagne pour parler aux Zwingliens, aux luthériens, aux calvinistes, etc. Il vit dans une époque d'épidémie, puisqu'il y a la peste, et donc il doit constamment ruser entre les villes confinées, les villes où il a peur d'attraper le virus, les espèces de passes sanitaires qui sont en vigueur sur la côte italienne. Il parle des animaux, du rapport à l'animal, du rapport à la culture, à la fois la culture livresque, mais aussi l'agriculture. Et donc, en fait, il y a énormément de choses dans les essais qui résonnent avec notre époque. Et le but de ce voyage était de traverser la France comme il a traversé lui. Par exemple, quand il arrive à Mulhouse, c'est la première ville réformée sur son passage, et il va immédiatement au temple protestant pour essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, quand j'étais à Mulhouse, c'est une ville où on sait qu'il y a 20 ou 25% de musulmans. C'est pour ça d'ailleurs que le président Macron a fait son discours sur le séparatisme à Mulhouse. Donc il y a plein de polémiques et tout ça. Moi, j'ai été à la mosquée An-Nour, qui elle-même a fait couler beaucoup d'encre pour comprendre, pour parler avec les recteurs, les imams et tout ça, pour comprendre ce qui se passe. Et donc avoir le temps comme ça d'explorer la modernité au pas du cheval, alors de manière beaucoup plus lente que Montaigne, parce que quand je regardais les étapes de Montaigne, elles faisaient 60-70 km, parce qu'à l'époque, les chemins étaient faits pour les chevaux. Les chevaux étaient frais, puisqu'on en changeait à chaque relais, et donc on pouvait trotter, galoper toute la journée. Alors que moi, évidemment, j'étais dans la situation du cavalier moderne, à essayer de me faufiler entre les bretelles d'autoroute, les voies TGV, et puis les chemins de GR, quand ils n'étaient pas bouchés, quand il n'y avait pas de barrière, quand il n'y avait pas de chicane. Donc un voyage à cheval aujourd'hui, c'est évidemment une drôle d'aventure. Mais je pense que le point qui m'intéresse le plus chez Montaigne et que j'ai retrouvé dans ce voyage, c'est sa conception de l'aléa. Et je pense que Montaigne est un philosophe du cheminement. Il se méfie beaucoup de l'idée d'objectif à atteindre. Il explique que, par exemple, qu'on s'ennuie en voyage uniquement quand la route est droite, parce qu'on voit le but. Et donc, chaque pas est un pas en moins par rapport au but, au lieu d'être un pas en plus par rapport à la vie, par rapport à l'existence. Et c'est la même philosophie qu'il déploie dans son écriture, puisque c'est un art de la digression, où il part constamment dans tous les sens, sans d'ailleurs avoir peur de se contredire parfois. Et c'est la même tactique, si je puis dire, qu'il utilise dans son voyage, puisqu'il fait constamment des détours, il revient sur ses pas, ça fait hurler ses compagnons de voyage, parce qu'il change de route, et puis il dit finalement on va aller en Pologne, et puis finalement on va aller en Grèce, et ses compagnons de route lui disent « mais enfin on perd du temps », et il dit « non, parce que le but c'est de voyager ». Donc, en fait, à partir du moment où j'ai passé une journée de voyage, j'ai accompli mon objectif. Et finalement, la destination n'est qu'un prétexte. Et franchement, ça prend un peu de temps de se sortir de la tête l'idée d'objectif, qui est si présente dans mon enfer, d'ailleurs, dans le livre que vous décriviez précédemment. Et peut-être ce livre est le paradis, si le précédent était l'enfer.
parce que on est constamment, on est tellement pénétré de cette idée-là qu'on se dit il faut arriver à 15h, parce que, par exemple, quand on prend une journée de route, et alors si on n'est pas arrivé à 15h, on n'est pas content, puis on regarde combien de kilomètres on a fait. Mais tout ça, ça n'a pas de sens, parce que le but, c'est juste d'arriver avant la tombée de la nuit et de se laisser justement, de s'ouvrir aux aléas. Et quand on reste coincé une semaine ou deux dans les Vosges parce que la jument est malade ou a un problème, on n'en fait pas un drame, on dit mais au fond, je vais profiter de ça, j'ai fait en l'occurrence une expérience de transhumance que j'aurais jamais faite sinon. Donc, et Rome, si j'y étais pas parvenu, ça n'aurait pas été très grave. Le but, c'est d'avoir un fil conducteur. Voilà. Et donc, effectivement, le fait d'être ouvert à l'aléa, eh bien, ça permet de laisser ses pensées diverger. C'est d'ailleurs ce que dit Montaigne. On ne parle jamais bien que quand on marche. On ne parle pas bien assis. Il faut mettre les pensées debout. Et ça permet sans doute de penser aussi contre soi-même. Et bien sûr, d'entendre des sons de cloche différents et de savoir les entendre. Et c'est ce que fait beaucoup Montaigne à une époque qui est très divisée comme est la nôtre aujourd'hui, où les gens se tapent dessus sans se connaître. Lui, il va écouter tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un pyrrhonien, un sceptique. Et donc, il considère que personne ne peut détenir, ni ne prétendre détenir la vérité. Et moi, il m'est arrivé, par exemple, un soir, d'être reçu chez des animalistes à Fontainebleau, donc urbains, très engagés dans la cause animale, très suspicieux d'ailleurs du traitement que je faisais subir à ma pauvre jument. Et le lendemain, j'étais reçu chez des chasseurs à courre, dans une ferme, qui me racontaient pourquoi ils faisaient de la chasse à courre, pourquoi c'était bien et tout. Bon. Et donc, quand on est face à face avec des gens et qu'on passe une journée avec eux et qu'ils vous logent, puisque j'allais essentiellement chez l'habitant, on ne peut pas se mettre immédiatement dans une attitude frontale d'opposition. On est obligé de les comprendre, de les écouter. Ça devient de rentrer dans leur monde, dans leur raisonnement. Et du coup, le jugement devient beaucoup plus est différé. Le jugement est différé. Il existe, il se construit, mais on essaye d'abord de se pénétrer des univers des autres, et au fond on redécouvre, et ça c'est très montagnien aussi, la diversité. Et notre pays reste très divers. Les régions que j'ai traversées restent extrêmement marquées par leur culture, leur tradition, leur langue, leur cuisine. Quand on passe dans la Marche, on entend la langue d'oc qui passe en langue d'oil, les R qui commencent à rouler. Quand on arrive vers le nord, les R deviennent des R beaucoup plus durs, qui viennent de la gorge. Donc, cette diversité humaine qu'on a parfois tendance à oublier, on la retrouve si on prend le temps d'aller la chercher. François Garde, vous faites de Pythéas aussi un grand humaniste dans la manière dont vous le recréez, ou en tout cas dans certaines bribes. Par exemple, je pense à une discussion avec Alexandre le Grand, où il aurait plus ou moins soufflé l'idée d'une bibliothèque. Comment on part des petits espaces qui nous restent de réalité pour créer un personnage romancé? Sur cette partie-là du livre, le fait documenté, c'est qu'il a participé à une ambassade de Massalia auprès d'Alexandre le Grand. Quel rôle il tenait dans cette ambassade? Est-ce que c'était juste l'intellectuel qu'on amène parce que ça fait partie du soft power et que ça fait chic d'avoir un intellectuel dans son équipée? Est-ce qu'il était le chef de l'ambassade? On ne sait pas. Est-ce qu'il a rencontré Alexandre le Grand? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? S'ils se sont rencontrés, on le sait encore moins. Mais ça, c'était quand même quelque chose d'assez fascinant d'imaginer la rencontre entre entre un grand intellectuel et un grand capitaine. Ces rencontres, lorsqu'elles ont lieu, sont en général frustrantes. Napoléon et Goethe n'avaient rien à se dire. Je sais pas, Voltaire et Frédéric le Grand, ça s'est moyennement bien passé, ou Descartes avec la Grande Catherine. Donc moi, j'ai imaginé que ça se passait plutôt bien. J'ai fait un Alexandre le Grand légèrement dépressif. Et Pythéas se pose comme son égal, au sens où Alexandre le Grand, c'est la conquête militaire jusqu'au bout du monde, et Pythéas, c'est le voyage jusqu'au bout du monde. Et du coup, ils imaginent ensemble une expédition vers la Chine, Alexandre passant par voie de terre et Pythéas passant par la mer, et rendez-vous de l'autre côté du monde. Bien sûr, ils ne savent pas que la Chine existe, mais ils connaissent les porcelaines chinoises, et puis il y a des gens qui racontent que là-bas, il y a une civilisation, etc. Et donc, ils ébauchent ensemble un projet d'expédition vers la Chine, ce qui est quand même assez drôle à écrire. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu cette ambassade auprès d'Alexandre le Grand, parce que c'est le seul événement de la vie de Pythéas qui permet d'être daté. La période de gloire d'Alexandre est assez brève.
On imagine que Pythéas avait plutôt 50 ans que 20 ans à ce moment-là, et donc ça permet à peu près de le situer dans le temps. Et effectivement, puisque Pythéas se soucie de la transmission du savoir et de la constitution du savoir, Alexandre le Grand lui dit mais moi j'ai tout, j'ai toutes les femmes, tous les mignons, toutes les provinces, tous les gouverneurs à ma botte, enfin je peux avoir tout, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour que mon nom reste pour l'éternité? J'ai fondé des villes, mais ça ne suffit pas. Et donc, comme Pythéas a cette ambition de la transmission, Pythéas lui dit fais une bibliothèque. Et il lui définit la bibliothèque idéale. Et Alexandre, rêveur, dit effectivement je vais fonder une ville dans le delta du Nil, et c'est là qu'il faudrait mettre cette bibliothèque. Et tu viendras dans 3 ans voir ma bibliothèque. Bon, Alexandre meurt. Ce sont ses héritiers, si je puis dire, les Diadoques, qui ont fondé Alexandrie et la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, c'est une pure, comment dirais-je, c'est un pur caprice littéraire. Mais imaginez que la bibliothèque d'Alexandrie a été proposée par Pythéas. Je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Parce que c'est quand même le rêve de n'importe quel écrivain d'avoir une case blanche à remplir et pas à se soucier d'une quelconque véracité historique ou... À chaque fois, dès qu'on voit des romans biographiques qui s'écartent un peu de la réalité, on entend ci et là des voix discordantes, etc. Là, vous aviez une vraie patte à modeler comme vous le souhaitiez. Ça devait être quand même un exercice assez réjouissant. Alors oui, parce qu'effectivement, on ne risque pas d'avoir quelqu'un qui vous dit « mais attention, il n'avait pas 48 ans et ce jour-là, il en avait 49 ». Évidemment. Par contre, la difficulté n'est pas moindre lorsqu'on se projette loin dans le temps comme cela. Il faut faire attention à la psychologie du personnage et à sa mentalité au sens le plus large du terme. Le rapport à la mort, le rapport homme-femme, le rapport avec les dieux, l'argent, le commerce, tout ça ne fonctionne pas comme aujourd'hui. Parfois, on lit des romans qui se passent dans le passé, peu importe où, et où la psychologie des personnages, c'est celle des séries américaines. Et ça, évidemment, ça ne marche pas du tout. Et donc, l'enjeu romanesque, c'était aussi de lui construire une psychologie et un rapport au monde qui soit crédible. Là encore, on ne sait pas grand-chose. Et par exemple, alors que ces matelots sont très superstitieux et vont sacrifier sur un temple qui est sur la colline qui domine Massalia, en clair, à Notre-Dame de la Garde, Pythéas, lui, reste dans une attitude sceptique. Mais en même temps, il fait les cérémonies avec ses matelots parce qu'il ne veut pas se mettre en opposition avec eux, mais on comprend qu'il n'y croit pas plus que ça. Mais parce que c'est quelqu'un qui a fait de grandes études. Où est-ce qu'on faisait de grandes études quand on était un massaliote? Bien entendu à Athènes. Donc j'imagine sa formation à Athènes. Et donc, comme il était dans ce bain de culture-là, ça suggère certains éléments sur son rapport, dans cet exemple-là, au sacré. Et donc tout ça, il faut faire très attention, notamment par exemple, sur la place des femmes, de ne pas leur donner trop de visibilité, puisque dans cette Europe méditerranéenne, les femmes sont toujours plus ou moins cachées, alors, à des degrés divers, mais là aussi, voilà. Et on ne parle pas de ce qui se passe dans la maison. Dans toutes les cultures méditerranéennes, on n'expose pas ce qui se passe dans l'intimité du couple ou du foyer. Donc tout ça, il faut faire attention. Et c'est assez aussi excitant de se projeter dans cet imaginaire-là avec le peu de souvenirs qu'on a de quelques lectures, de quelques cours d'histoire, etc., pour pas être dans un péplum qui ne fonctionnerait pas du tout, quoi. Gaspard Koenig, j'aimerais qu'on revienne à votre périple. Il y a plusieurs voyages en un, je dirais. Peut-être qu'on parlera plus longuement ensuite de ce périple psychologique, philosophique, même politique. Mais il y a déjà quelque chose d'assez évident, c'est le voyage en tant que tel, qui est une aventure assez dingue. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être les préparatifs d'un tel voyage, d'un tel périple? Comment ça s'est déroulé de manière assez pratique? Bah justement, j'avais beaucoup. Ça fait plusieurs années que je mêle un peu mes idées à la pratique et que je fais un travail de reportage. Donc j'avais voyagé beaucoup dans le monde. Et finalement, j'avais voyagé sans voyager, parce que quand vous prenez l'avion, que vous arrivez dans un boutique hôtel, que vous prenez un taxi avec la même appli, que vous parlez la même langue, bah vous voyagez, vous avez beau être à 3000 km, vous ne voyagez pas en fait. Et Montaigne dit bien que pour voyager, il faut se transformer soi-même.
Et puis il faut avoir le temps de le faire. Il ne faut pas se dire qu'on revient qu'on a 5 jours pour faire un pays, une ville ou que sais-je. Et donc là, j'avais 5 ou 6 mois devant moi, donc pour faire un vrai voyage. Mais effectivement, c'est un voyage qui demande une préparation assez conséquente parce que... Alors le voyage à cheval a ça de merveilleux que c'est comme le voyage en bateau aujourd'hui. N'importe qui peut prendre en bateau et partir sur la mer, sans permis, sans autorisation, sans assurance, sans rien. Et puis s'il coule, tant pis pour lui. Et le voyage à cheval, c'est pareil. N'importe qui peut prendre un cheval et aller sur les nationales de France, que les autoroutes qui sont exclues, mais enfin il y en a assez peu qui ont l'idée de les emprunter. Et vous avez besoin de rien, vous prenez votre chapeau, vous n'avez pas de permis, vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez rien du tout. Et donc vous êtes quelque part très libre. En même temps, vous êtes très libre, mais vous êtes évidemment très contraint par les éléments matériels, parce que plus rien n'est fait pour le cheval. Et donc, il faut beaucoup se préparer avec des gens qui connaissent pour ne pas mourir au bout de 2 jours. Et en l'occurrence, j'ai passé 6 mois de préparation dans une écurie normande, où j'ai appris, pas à monter à cheval, j'ai désappris à monter à cheval, parce que je montais à cheval comme un cavalier de manège. Donc tout ça, il faut oublier. Il faut oublier le contrôle, la maîtrise du cheval. Il faut monter reine longue. À l'inverse, il faut apprendre à connaître l'animal et puis tout ce qui va autour. Donc, par exemple, j'ai appris les techniques de maréchalerie, comment on enlève et on remet un fer à cheval, des techniques de bourrellerie, comment on recoue une renne, techniques de cartographie, de matelotage, de soins vétérinaires. Et tout ça m'a servi parce que j'ai dû lui faire des piqûres intramusculaires 2 mois après le départ, qu'elle a cassé des rênes que j'ai dû recoudre au midi, qu'elle a déféré et que j'ai dû remettre mes fers au petit matin. Donc, il faut s'instruire, si je puis dire. Et ensuite, l'intérêt, c'est précisément d'être en semi-autonomie, parce qu'une fois qu'on a son cheval et son petit barda, oui, alors il faut préparer ses bagages, et ça c'est assez compliqué aussi, parce que tout doit être pesé, vraiment, ça c'est un peu comme sur un bateau aussi, au gramme près, pour ne pas trop peser sur le dos du cheval. Et donc, vous apprenez à vivre dans un dépouillement très fort. Vous avez littéralement 2 t-shirts. Et j'avais pris au début 3 petits couverts en inox, une cuillère, une fourchette et un couteau. Et le type chez qui je faisais ma formation m'a dit « Mais attends, mais pourquoi tu as besoin d'un manche aussi long ?» Et donc il a pris sa scie à métaux, il m'a coupé les manches. Donc j'avais des petits couverts de dinette. Puis après je me suis dit « Mais au fond, à quoi bon un couteau, puisque j'ai un couteau suisse? Et puis à quoi bon une cuillère ?» Et donc il restait en fait, ce dont vous avez besoin, c'est juste une pique et un couteau à tout faire. Bon, vous voyez, donc vous réduisez. Et je vais arriver à Rome encore plus léger que j'étais parti. Et ça aurait pu durer comme ça des mois. Et donc, Montaigne parle beaucoup du dépouillement aussi, parce que c'est un thème stoïcien. Les stoïciens faisaient des stages de pauvreté volontaire, où ils passaient quelques semaines à être mendiants, et puis après, ils retrouvaient leur maison, leur luxe. Montaigne aussi, il a retrouvé d'ailleurs les honneurs, l'exercice du pouvoir, puisque après son voyage à Rome, il a immédiatement été nommé par le roi maire de Bordeaux. Vous ne savez pas que ça se passait comme ça, c'était plus facile. Donc, il n'a pas du tout renoncé au monde, mais il a appris qu'on pouvait y renoncer. Et donc, quand on sait qu'on peut vivre de si peu, eh bien, du coup, tout devient un plus, si vous voulez, un luxe. Là, on peut venir en train à Brive en 4 heures, formidable. Mais si un jour on ne pouvait plus et que ça prenait 3 semaines de cheval de venir à Brive, ça ne serait pas grave non plus. Je peux le faire. Donc, je me suis construit cette arrière-boutique dont parle Montaigne, où on est soi, dans une coquille, avec très très peu de choses. Et c'est un dépouillement non seulement matériel, mais aussi affectif, puisqu'on est loin des siens, et informationnel, puisque je mettais un point d'honneur à ne plus regarder les informations et à n'apprendre de ce qui se passait dans le monde que ce que les gens m'en disaient. Donc j'ai appris le remaniement 15 jours après. Et personne n'a été capable de me donner le nom du nouveau Premier ministre, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui intéresse dans nos territoires, à juste titre. Et que j'ai en fait très peu lu de livres. J'avais pas le temps, parce qu'en fait on est toujours occupé par son itinéraire, son chemin. Et puis après, on apprend aussi autre chose. Je parlais de l'aléa, mais toute journée est très aventureuse à cheval, parce qu'il faut trouver votre gîte, et que vous avez toujours des embûches, et que vous devez exercer votre jugement, parce que la contrepartie d'avoir une très grande liberté, c'est d'être seul responsable. Et ça s'illustre dans des choses extrêmement concrètes. Quand vous arrivez sur un chemin et qu'il y a un pont en bois, un peu branlant, qui passe pour les piétons, qui est praticable pour les piétons, qui est, disons, à 2 mètres au-dessus d'un ruisseau, vous faites à cheval, avec le matériel et le cavalier, vous faites 600, 650 kilos quand même. Donc c'est un autre poids. Est-ce que le pont va tenir ou pas?
et ben ça c'est une affaire de jugement. Et vous pourrez vous retourner contre personne si le pont chute. Parce que personne ne vous a demandé de faire un voyage à cheval. Et c'est une question de vie ou de mort quand même, parce que si le pont se casse, vous êtes vraiment mal. Et il y a plein d'histoires de voyages à cheval qui se finissent quand même très mal aujourd'hui. Il y a une association des cavaliers au long cours dont je fais désormais partie. Il y a des gens qui font ça quand même assez régulièrement, qui s'échangent des trucs et astuces. Et donc on exerce son jugement, on apprend à devenir prudent au fond. Et on voit très bien que évidemment la contrepartie de la liberté qu'on a, c'est la responsabilité, le rapport au risque qui devient très différent. En plus, on est responsable non seulement pour soi, mais aussi pour l'animal. Et donc je dirais qu'en ce sens, ça fait un peu grandir. Et puis encore une fois, le but de ce voyage, c'était d'être en semi-autonomie. Alors, il y a des gens qui sont en autonomie complète à cheval, mais à ce moment-là, ils ont un cheval de bas, ils mettent toutes leurs affaires, et là, ils peuvent partir une semaine et faire leur campement dans la forêt. Bon. Moi, ce n'était pas mon cas, j'étais en semi-autonomie, donc j'avais une tente de secours, mais enfin, le but, c'était quand même d'être logé par les gens. Et donc, de demander l'hospitalité. C'est pour ça que le livre s'intitule « Notre vagabond de liberté ». C'est une expression de Montaigne qui est très belle, mais c'est aussi parce que j'étais un vagabond qui demandait à être hébergé. Et souvent, dans les fermes, on me disait « Ah bah oui, d'ailleurs, ma mère, ma grand-mère accueillait le vagabond de passage, il y avait toujours une écuelle pour lui. » Et c'est là que j'ai compris que vagabond, c'était un statut. C'est pas comme le mendiant qui n'a pas choisi son destin. Le vagabond, il a choisi son destin. Il y avait d'ailleurs, dans les années 50, un statut du vagabond. Le vagabond, c'était celui qui avait moins de 10 sous en poche. Donc c'était quelque chose qui appartenait à l'ordre social. Et c'était le nomade qui avait choisi de vivre sa vie avec un baluchon, qui était accueilli par les gens, qui éventuellement rendaient un peu service, qui ne menaçait personne parce qu'il repartait le lendemain, donc qu'on accueillait volontiers, et qui en fait jouait un rôle très important dans la société parce qu'il allait colporter les nouvelles, les rumeurs, il mettait du lien en fait entre les villages, entre les fermes, entre les gens. Et vous voyez très bien que quand vous arrivez... Et donc ce qui est assez miraculeux, c'est que ça marche toujours, si je puis dire. C'est-à-dire que dans une société qu'on décrit comme très égoïste, individualiste, renfermée et tout, en fait, si vous avez le bon prétexte, en l'occurrence c'est le cheval, les gens vous ouvrent leurs portes, vous font confiance sans vous connaître, parce que vous avez le bon regard, la bonne expression, le bon sourire qui font qu'à un moment donné, il y a une entente humaine qui apparaît sur un pied d'égalité qui est total et immédiat. Et donc les gens vous accueillent et ensuite on sent bien qu'ils ne font pas ça par dépit. Ils sont contents d'entendre autre chose. Et au fond, souvent, ça fait aussi... c'est un exercice quasiment psychologique de catharsis pour eux, parce qu'à table le soir, ils vont vous raconter tout ce qu'ils ont sur le cœur, parce qu'ils ont quelqu'un pour les entendre. Et donc c'est tout ça qu'on récolte au cours du voyage, qu'effectivement on ne récolte pas quand on prend l'avion pour aller faire la Thaïlande. Et qu'est-ce que ça a changé pour vous et qu'est-ce que ça a changé peut-être dans votre vie actuelle? Est-ce que ça a une implication? Quel constat vous avez tiré de ce voyage? Moi j'ai fait comme Montaigne, je suis revenu très vite dans ma vie mondaine, si je puis dire. Encore une fois, les deux ne s'opposent pas, mais d'abord j'ai compris l'importance de cette arrière-boutique. Et donc, je me suis construit matériellement une arrière-boutique où il y a mon cheval, ma chaumière, l'eau du puits, et où je vais très régulièrement pour revenir, disons, au fond, à l'état normal et en harmonie avec les écosystèmes. Mais ce qui ne m'empêche pas, encore une fois, d'apprécier d'autant mieux, d'ailleurs, de vivre dans mon temps et dans ma société. Et après, ça m'a fait changer d'avis sur un certain nombre de questions, parce qu'on entend tellement de choses... sur la question des régions, la question des identités, la question de l'animal, la question de l'écologie qui traverse tout le monde, tous les territoires. Tout le monde en parle, tout le monde réfléchit, tout le monde fait ou réfléchit à faire sa transition. Donc ça m'a aussi fait changer d'avis sur un certain nombre de choses et c'est vraiment le but d'un tel périple. Je voudrais qu'on parle, François Garde, de peut-être justement la relation que vous avez tissée avec Pythéas au fil de ce livre. D'abord, dans la forme, le livre prend une forme un peu particulière, qui est une sorte de longue adresse, un monologue, comme si vous vous adressiez à lui pour peut-être le révéler au monde. Est-ce que vous êtes attaché à ce personnage? Est-ce qu'il est encore avec vous, là, ici, actuellement? Alors, le parti narratif, si je puis dire, qui est arrivé tout de suite dans l'écriture du livre, ça a été de tutoyer Pythéas et de lui raconter sa vie. Donc, au lieu de dire, comme dans une biographie classique ou dans un récit classique, il réfléchit, il mange, il dort, je dis tu réfléchis, tu manges, tu dors. Et donc, du coup, et je trouvais que ça fonctionnait pas mal. Donc, au début, je lui demande l'autorisation de raconter son histoire.
et manifestement il me l'a donné. Et donc je raconte sa vie en le tutoyant, et ce qui me permet d'ailleurs à 2 ou 3 reprises de dire permets-moi de t'interrompre lorsque j'ai besoin d'aller chercher des éléments d'information ou de souvenirs sur des périodes beaucoup plus proches de nous. Et ça c'est venu spontanément sous la plume au début de l'écriture du texte, et ça m'a bien plu, donc je suis allé jusqu'au bout. Et on comprend les livres, enfin je sais pas pour toi, mais on comprend les livres. Moi je comprends les miens quelques mois après les avoir terminés. Et donc je me suis rendu compte que ce choix qui était venu un petit peu comme ça avait un effet très, très intéressant. C'est que ce héros qui est lointain, 3 siècles avant Jésus-Christ, on a beaucoup de mal à se projeter dans un passé aussi lointain. Et donc on a tendance à voir les personnages de cette époque-là un peu comme des statues, et à les faire bouger et parler comme des statues. Et donc là, en le tutoyant, j'efface en quelque sorte les 23 siècles et je me rapproche de lui ou il se rapproche de moi. Et du coup, ça a donné au texte une espèce de jeunesse ou d'allant qu'il n'aurait sans doute pas eu si j'avais fait une narration classique en disant il fait ceci, il fait cela. Et oui, bien sûr, Pythéas m'accompagne parce que, évidemment, les problématiques qui traversent ce livre sont celles qui m'intéressent depuis longtemps. Donc les régions polaires, bien sûr, mais aussi la géographie, les cartes, les bateaux. Enfin, on retrouve des choses qui sont présentes dans tous mes livres précédents. Et en cherchant comment tout a commencé. Puisque on est sur des techniques de navigation qui sont mal connues, mais en tout cas très peu efficaces, si je puis dire. Un bateau allait à 3-4 nœuds dans le meilleur des cas, avec une voile latine, donc remontant mal au vent, et puis des rames, donc parce que quand il n'y a pas de vent, il faut quand même avancer. Les marins de l'époque, en Méditerranée, ne naviguaient pas la nuit, ne naviguaient pas hors de vue de côte. Heureusement, en Méditerranée, on est pratiquement tout le temps en vue des côtes, et ne naviguaient pas en hiver. Donc l'hiver, on va dire d'octobre à mars. Et là, on peut naviguer à vue de côte jusqu'au nord de l'Écosse, mais ensuite, le texte, le récit de Pythéas nous dit que, enfin le récit répété de Pythéas nous dit qu'il y a 6 jours de mer jusqu'à Thulé. Donc pour moi, c'est l'Islande. Mais 6 jours de mer, donc 6 jours sans voir les côtes, sans savoir où on va, c'est une prise de risque incroyable, enfin, même aujourd'hui. Enfin, ce qui me paraît aussi aventureux en termes de prise de risque, si je regarde ça aujourd'hui, c'est l'exploration spatiale, où là, si ça ne marche pas, il n'y a pas de plan B, et tout l'équipage, il laisse la vie. Donc on part au-delà de toutes les terres connues, vers un endroit sur lequel on n'a aucune information, on n'a que des légendes, toutes plus effrayantes les unes que les autres, et donc Pythéas va se trouver en but à des inquiétudes de son équipage qui vont aller tangenter, on va dire, la mutinerie. Mais je me rappelle avoir lu que Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan ont eu affaire à des mutineries et ont pendu des officiers sur des plages parce qu'ils voulaient rentrer en Espagne et qu'ils voulaient aller plus loin. Donc ce sont des réactions humaines classiques, connues. Et donc il aura eu ce courage, cette folie, cette inconscience. Et puis il y a un moment, effectivement, où Pythéas fait demi-tour parce qu'il arrive à un moment où la mer devient couverte on dirait du lait caillé avant qu'on arrive proprement sur la glace. Donc là, et puis il voit bien qu'il y a la glace. La glace, il connaît. Pas la glace de mer, mais la glace dans les lacs ou en montagne, il connaît. Donc il se rend bien compte que s'il continue à avancer, d'une part, il aura probablement une mutinerie, puis d'autre part, il risque d'être bloqué définitivement. Et donc c'est le moment pour moi le plus intense du livre, c'est lorsqu'il prend la décision de faire demi-tour. Quand on va explorer, il y a un moment il faut rentrer. Pas simplement pour sauver sa peau, encore que ça compte, mais parce que si vous découvrez quelque chose de neuf et que vous mourrez, personne n'en saura rien. Donc il faut bien rentrer pour raconter, pour encore une fois, initier une transmission du savoir. Et donc Pythéas a ce débat. Est-ce que je continue avec le risque de la glace, le risque de la mutinerie, le risque, etc. Ou est-ce que je fais demi-tour pour raconter au moins ça? On a découvert l'Islande et on a découvert la mer gelée.
Pythéas fait le choix de la sagesse, il fait demi-tour, et grâce à ce moment, à cette acmé de son voyage, on peut, 23 siècles après, raconter sa vie. Assez brièvement, je voudrais qu'on termine, Gaspard Koenig, avec une question. On n'a pas parlé d'écriture pendant votre voyage. Comment vous avez articulé voyage, périple, écriture? Comment on fait tout ça? Alors d'abord, on s'aide de la technologie moderne, puisque c'était pas un voyage sans technologie, c'était un voyage avec une technologie que je maîtrisais, que j'avais réfléchi autant que mes couverts dans ma préparation. Et donc j'avais une tablette qui me servait à tout, à avoir mes cartes, à avoir une localisation GPS mais non partagée, donc j'étais seul à connaître, et avoir mes livres, donc les livres de Montaigne, et puis évidemment mon écriture. Et le seul luxe que j'avais dans ma tablette, la seule chose qui n'était pas rigoureusement nécessaire, c'était un clavier Bluetooth solide pour écrire justement. Et le rythme d'écriture, c'est que d'abord je faisais des articles pour Le Point toutes les semaines. Et donc, tous les soirs, avant de m'effondrer dans le sommeil, que je sois dans une grange ou dans une yourte ou dans une tente ou dans toutes sortes d'endroits bizarres où j'ai pu dormir, je faisais mon journal de bord, qui est un peu l'équivalent de ce qu'a fait Montaigne. Et on comprend pourquoi Montaigne n'avait pas envie que son journal soit publié. J'espère que ces notes-là ne seront jamais publiées non plus, parce que c'est juste des notes très factuelles pour ne pas oublier. Et je prenais une journée par semaine où la jument était au repos et où moi, je pouvais écrire un article. Et je voudrais préciser quelque chose, parce que c'est pas, je pense, complètement inintéressant sur la manière d'écrire un récit de voyage. C'est que je me suis rendu compte, donc je devais écrire un article toutes les semaines pour Le Point, qui était mon partenaire pour ce voyage, comme pour d'autres. Et je me suis rendu compte que si j'écrivais mon récit au jour le jour dans Le Point, ça serait un truc parfaitement ennuyeux, parce qu'en fait, il m'arrivait à peu près toujours la même chose. J'avais un problème de fer, j'avais un problème de ravitaillement, j'avais une réflexion sur ceci, la nature, les arbres, que sais-je. Et donc, en fait, quand j'écrivais mon récit au fur et à mesure pour Le Point, mes articles, je devais thématiser. Et donc, je faisais un article sur l'ombre, un article sur la ruralité, un article sur l'animal, un article sur Montaigne, un article sur les paysages, un article sur les arbres, un article... Voilà. Et à chaque fois, je thématisais en essayant justement d'abstraire ce que j'avais déjà vécu. Et évidemment, plus j'arrivais vers le but, plus c'était facile d'écrire ce genre d'article. Deux réflexions là-dessus. D'abord, ça obligeait, sur le chemin, à réfléchir. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça obligeait à ne pas être juste dans l'émerveillement du moment présent, mais aussi à se construire en chemin, à se demander, mais qu'est-ce que je ressens, en fait, d'analyser ces sensations ou ces réflexions, et donc à faire un petit effort cognitif en plus du reste. Mais surtout, ce dont je me suis aperçu, c'est que quand j'ai écrit le livre lui-même, qui n'a plus rien à voir avec les articles du Point, là, j'ai pu rétrospectivement organiser un véritable récit de voyage, qui est donc chronologique, ce que n'étaient pas les articles du Point. Donc paradoxalement, c'est une fois que vous avez fini que vous pouvez faire un récit chronologique. Pourquoi ? Parce que s'il m'est arrivé 5 fois dans mon voyage un problème de maréchalerie, mettons, ça, je l'organise dans mon plan, et je dis, je vais en choisir un pour faire un développement ensuite sur le travail manuel, le fer à cheval, l'évolution du fer à cheval. Par exemple, les Romains, les Grecs ne connaissaient pas le fer à cheval. Ils avaient des chaussures en cuir qu'on réhabilite d'ailleurs aujourd'hui avec les équiboots, et dont on s'aperçoit très bien d'ailleurs quand on prend les vieilles routes romaines en Italie, parce que le cheval glisse sur les pavés, et donc on se dit qu'effectivement ils étaient des fers. Bref, toutes ces réflexions-là, je vais choisir un moment dans le livre avec un épisode où je vais en parler, et puis le reste, je vais le passer sous silence, parce que ça sert à rien de raconter 15 fois la même histoire. Voilà, et donc c'est seulement... Et ça, c'est exactement ce qu'écrit Jacques Lacarrière quand il écrit « Chemin faisant ». Dans les années 70, c'est sa traversée de la France à pied. Et il écrit exactement ça, il dit « Moi, je fais un travail d'écrivain sur un voyage, et pour ça, j'ai besoin d'abord d'avoir fini le voyage. » Et c'est exactement... je comprends parfaitement ça. C'est aussi ce qu'a fait Montaigne, puisque son voyage se retrouve dans les essais, cette fois, sous une forme littéraire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Jacques Lacarrière traverse la France à pied, tout le monde le prend pour un fou. Personne ne traverse la France à pied à l'époque. Et du coup, il lui arrive plein d'aventures avec des gens qui le logent, qui l'aident, ou au contraire qui se moquent de lui. Bon. Aujourd'hui, tout le monde traverse la France à pied. Il y a des GR partout, il y a des clubs de randonnée partout. Et donc, vous traversez la France à pied. En fait, vous ne rencontrez plus personne parce que vous devenez une sorte de... vous êtes dans un circuit qui est déjà normé. Et en fait, le cheval aujourd'hui est un peu l'équivalent de la marche à pied dans les années 70. C'est que vous refaites quelque chose que plus personne fait et qui, pour cette raison même, vous ouvre des aventures. Mais je discutais avec les gens de la Fédération de tourisme équestre qui veulent développer le tourisme équestre, mettre en place des circuits, des gîtes et tout. Et je dis, mais je comprends que ça soit votre intention. Mais en même temps, le jour où vous ferez ça, c'est-à-dire le jour où le voyage à cheval aura pris vraiment son envol, aura eu du succès, entre guillemets, pour cette raison même, il sera complètement détruit.
et il faudra trouver autre chose. Parce que ça deviendra une activité touristique comme une autre, et les gens auront des tarifs, logement du cheval, logement du cavalier, et vous perdrez cette spontanéité. Donc il faut toujours reculer d'un cran pour retrouver une forme de spontanéité. Alors, je ne sais pas si ce sera le voyage spatial peut-être, la prochaine frontière. On va éviter d'ébruiter trop la mode du voyage à cheval alors pour ne pas la ruiner. Merci beaucoup, malheureusement on est pris par le temps. Je vais rappeler quand même le livre de mes deux invités. Gaspard Koenig, Notre vagabond de liberté aux éditions de l'Observatoire. François Garde, donc, merde, pardon, j'ai oublié le titre, excusez-moi. Oui, ouais, je suis myope, donc vous n'avez pas gagné à perdre de vue La mer gelée aux éditions Paulsen. Je vous invite à aller retrouver les auteurs sur le stand des maisons d'édition. Vous êtes là tout le week-end, non, je présume? Donc voilà, ils se feront un plaisir de... Moi, je suis là juste dans les 2 heures qui viennent. Ah ok, donc il va falloir vous dépêcher et vous précipiter. Je pense qu'ils vous feront un plaisir de signer des livres et de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon salon, une bonne foire du livre de Brive. Merci beaucoup.